Sensation d'allégresse, légèreté, plénitude, chaleur. Elle donne envie de sauter, de danser, de chanter, de rire, de s'embrasser, de se prendre dans les bras. C'est l'émotion de la joie. Mais qu'est-ce que la joie ? Isabelle Filiosa, bonjour. Bonjour Bénédicte, bonjour à tous et toutes. Alors vous avez écrit un livre intitulé « Les chemins de la joie » chez Lattès, dont le sous-titre est plein d'enseignements. La joie, l'émotion du sens de la vie. N'y a-t-il pas une certaine gravité dans votre définition ? Gravité, je n'y avais pas pensé à vrai dire, mais peut-être que effectivement il peut y avoir ces sonorités-là, mais la joie, c'est vrai que c'est sérieux. On peut s'en occuper sérieusement, nous avons besoin d'écouter la joie. On est beaucoup trop centré sur nos colères, nos peurs, les choses douloureuses de la vie. En même temps, ce qui peut nous porter, ce qui peut nous aider à traverser tout ça, c'est la joie. L'émotion de joie, c'est celle qui nous propose le sens de la vie. C'est celle dont la nature nous a dotés de cette émotion pour savoir où on va, quel est le chemin, quel est mon chemin. Vous parlez d'émotions, les émotions en général sont plus négatives que positives. Alors, en général, non. Dans le nombre des émotions, non ? Et il n'y a aucune émotion négative, en fait. Toutes les émotions sont extrêmement positives. Nous n'avons pas été dotés d'émotions par hasard. Nous avons été dotés d'émotions parce que ce sont des outils d'adaptation. Grâce à nos émotions, nous pouvons savoir nous approcher ou nous éloigner. Nous pouvons savoir comment réagir et comment nous adapter. Quand on vient deuil, par exemple, il y a toute une gamme d'émotions qui nous traversent. Si nous n'avions pas d'émotions, nous n'arriverions pas à nous adapter à ce deuil. Donc, faire le deuil, c'est d'abord le choc, puis il y a les larmes, on sort ce qui se passe, et puis vient un moment de colère, parce que c'est pas juste. Et après la colère, un moment de flottement, d'un peu d'inquiétude, de peur, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et puis petit à petit vient la tristesse, et la tristesse, les larmes sortent, et les larmes nous permettent de petit à petit guérir cette plaie qui s'est ouverte en nous parce que la personne s'est éloignée. Donc toutes les émotions sont positives. Elles sont constructives, elles nous aident. Ce qui est embêtant, c'est que nous n'avons pas que des émotions. Nous avons toutes sortes de réactions émotionnelles qui sont en réalité des réactions parasites, et c'est celles-là qui sont vraiment embêtantes et perturbantes parce qu'elles nous empêchent de nous adapter. Donc si par exemple, après un deuil, on n'est que dans la tristesse, ça n'est pas de la tristesse. Si on ne passe pas à un moment par cet élan de colère, eh bien on va tomber dans une espèce de dépression parce qu'on va sans arrêt pleurer. Quand on pleure trop longtemps, ça n'est effectivement pas constructif parce que ça n'est pas de l'émotion, c'est une réaction parasite qui cache d'autres émotions. Vous dites que les émotions, c'est une adaptation, mais la joie, en quoi la joie nous permet de nous adapter à la vie ? La joie, elle a plusieurs fonctions. Elle a notamment la fonction de nous donner le chemin. Si je vois deux chemins face à moi, un à droite, un à gauche, je me projette un petit peu sur ce chemin et je ressens ce que je ressens à l'intérieur. Si j'éprouve de la joie, c'est que c'est mon chemin. Si j'éprouve d'autres choses que de la joie, s'il n'y a pas de joie, c'est que ce n'est pas mon chemin. La joie, c'est l'émotion qui nous dit « je suis sur ma route, je suis en train de me réaliser ». C'est cette émotion de la réalisation de soi. Quand nous éprouvons de la joie, notre cerveau sécrète de la dopamine, sécrète toutes sortes d'hormones et synthèse de protéines qui vont coder le chemin. Par exemple, je viens de faire une passe au foot ou un beau geste au tennis. Si j'éprouve pas de joie et je me dis « ouais, c'est normal », etc., il se passe rien dans mon cerveau. Mais si j'éprouve de la joie et je me dis waouh, là ça a été super, et donc j'éprouve cette joie, à ce moment-là, ça déclenche une synthèse de protéines dans mon cerveau qui va coder tous les parcours des neurones qui m'ont permis de faire ce geste. Et donc ça me permet d'apprendre. La joie, c'est aussi donc un phénomène physique, hormonal. Tout à fait. Tout à fait, Bénédicte. C'est important de mesurer ça. Toutes nos émotions sont physiologiques et déclenchent toute une cascade d'hormones dans le corps et dans le cerveau. Comment ça se passe ? Racontez-nous. C'est un peu complexe et surtout, réalisons que ce que je dis là est forcément extrêmement réducteur. Quand nous éprouvons quelque chose, il se passe des milliards
de choses dans notre corps. Et donc, ce que je vais dire est vraiment extrêmement synthétique. Mais globalement, nous ressentons de la joie parce que notre corps sécrète une hormone que nous appelons la dopamine. La dopamine est une hormone fondamentale dans la joie. Et lorsque nous ne pouvons pas sécréter suffisamment de dopamine, parce que nos intestins ne sont pas suffisamment opérationnels, parce que pour toutes sortes de raisons, ou parce que nous avons une carence en dopamine, ou une carence en sérotonine, qui est aussi une autre hormone qui nous aide à sentir la joie, eh bien, on peut ne pas sentir de joie du tout. Il y a des personnes qui n'éprouvent pas la joie, pas parce qu'elles ne vivent pas des choses heureuses, mais simplement parce qu'elles n'ont pas suffisamment de sérotonine ou suffisamment de dopamine dans leur organisme. Vous parlez donc de dopamine, l'hormone de la joie, vous parlez de la sérotonine, qui donne aussi une certaine sérénité, un certain apaisement. Ce sont quoi? On appelle ça des neurotransmetteurs? Oui, ce sont à la fois des hormones, et donc des hormones dans le circuit hormonal, et des neurotransmetteurs ou neuromédiateurs. Ce sont des hormones qui sont donc, qui ont la fonction de faire la connexion, de se transmettre entre les neurones. Les neurones ont un corps, ensuite un axone, c'est un axe qui se prolonge, puis il y a plein de petits bras et qui vont se connecter à d'autres neurones, et au bout, il n'y a pas de contact entre les neurones, il y a ce qu'on appelle un bouton synaptique. Et donc, dans cette synapse, la synapse, c'est l'espace entre deux neurones. Et donc, dans le bouton synaptique, il y a des petites vésicules dans lesquelles il y a ces neuromédiateurs qui, grâce à l'influx nerveux, sont libérés dans l'espace intersynaptique et recaptés de l'autre côté par le neurone suivant. Et donc, c'est le flux de ces neuromédiateurs qui permet la connexion entre les neurones, le passage de l'influx nerveux, le passage de l'information joie. Mais vous dites aussi que, bien sûr, et on le sait d'une façon expérimentale, il y a des personnes qui sont naturellement plus joyeuses. Elles sont peut-être câblées, mieux câblées pour ça? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des personnes qui sont naturellement plus joyeuses parce qu'elles ont des gènes qui leur permettent d'être plus joyeux que les autres, des gènes qui leur permettent de voir la vie en rose. Donc, c'est pas juste, mais bon, c'est comme ça. Heureusement, les gènes se réparent aussi quand c'est abîmé, mais quelquefois, c'est vrai que on a découvert qu'il y a certains gènes qui sont plus propices et qui permettent d'avoir une humeur globale plus joyeuse. Maintenant, même quand on n'a pas le gène, on peut tout à fait avoir autant de joie, mais on a juste besoin d'y travailler un tout petit peu plus. Et oui, on est plus ou moins câblé pour la joie. Quand on a des parents, quand on est enfant, quand on a des parents qui sont chaleureux, qui vont nous écouter dans nos émotions, qui vont fournir l'attachement dont nous avons besoin et qui vont nous laisser de la liberté d'explorer, de la liberté de sentir notre corps, des parents qui nous invitent à nous mettre debout, à jouer, à courir, à grimper aux arbres, à jouer librement, alors nous allons éprouver de la joie et petit à petit, les récepteurs à dopamine, les récepteurs à ocytocine, les récepteurs se multiplient dans le cerveau. Et oui, vous avez totalement raison, Bénédicte, on construit un cerveau, on va câbler un cerveau vers la joie. En revanche, si on a des parents qui nous rejettent, si on a des parents qui sont trop enfermants, qui ne nous permettent pas de jouer librement, qui nous demandent « assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi », et donc on est souvent assis, on en reparlera, mais le fait d'être assis enlève de la joie. Nous avons vraiment besoin d'être beaucoup, beaucoup plus debout, et quand nous demandons à un enfant de s'asseoir, nous effondrons ses capacités à la joie, c'est dommage, nous effondrons les muscles fondamentaux qui lui permettent de se sentir joyeux dans le bassin et nous ne permettons pas au circuit nerveux de se connecter correctement. Donc effectivement, c'est important. Nous pouvons aider nos enfants à câbler leur cerveau pour la joie ou pour une vie un peu moins joyeuse. Alors on sait combien c'est important pour vous aussi tout ce qui est relation entre parents et enfants, ce que vous appelez la parentalité, et vous êtes une spécialiste de la parentalité
positive. Mais là, revenons aux adultes. Si on n'a pas eu tout ça dans son enfance, est-ce qu'il y a une façon quand même de faire en sorte pour que tous ces neurotransmetteurs, alors vous avez parlé de la dopamine, de la sérotonine, mais on peut parler aussi des endorphines, cette hormone aussi relaxant, ou alors de l'adrénaline aussi, qui donne une certaine intensité à la vie. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider ces neurotransmetteurs qui aident à la joie ? Tout à fait, Bénédicte. Et c'est vraiment important de mesurer que si nous pouvons modeler le cerveau et le construire, nous pouvons aussi le remodeler. Ça s'appelle la plasticité cérébrale et ça n'est jamais définitif. Nous pouvons rééduquer notre cerveau. Alors, quelles sont les clés pour permettre à notre cerveau de reprendre son élan? Alors, la première chose, ça va peut-être vous surprendre, mais 95% de la sérotonine est sécrétée par les intestins. Et donc, la première chose, ça va être de réparer nos intestins. Quand on n'a pas beaucoup accès à la joie, eh bien, on a souvent les intestins, c'est souvent en relation avec le fait que nos intestins sont déséquilibrés. Le microbiote, la flore intestinale peut être déséquilibrée. Donc, nous avons à restaurer notre flore intestinale. Comment ? En évitant tous les produits chimiques un petit peu trop chimiques, en évitant les produits sur lesquels il est écrit peut déclencher le déficit d'attention et l'hyperactivité. C'est écrit chez les enfants, mais ça le fait aussi chez les adultes, bien sûr. Donc, tous les produits un peu trop chimiques, on va éviter, mettre de côté. Éviter les phosphates, éviter tout ce qui n'est pas la nature. Revenir à une alimentation beaucoup plus naturelle, biologique, peut-être pour avoir une qualité meilleure, et beaucoup de graisse. Beaucoup de femmes aujourd'hui font des dépressions parce qu'on leur a dit il faut arrêter de manger gras sinon vous allez grossir. Et elles mangent des yaourts 0%, elles mangent toutes sortes de produits 0% qui sont en réalité du pur sucre. Or, c'est le sucre qui nous fait grossir, ce ne sont pas les graisses. Les graisses, le cerveau en a besoin pour pouvoir éprouver la joie. Donc, par contre, les bonnes graisses, pas les graisses des frites et compagnie, c'est sûr. Les bonnes graisses. Donc, mangeons du saumon, tout le monde le dit aujourd'hui, les oméga 3, etc. Oui, c'est vrai, ça aide à la joie. Donc, la nutrition. Deuxième clé, la méditation. Nous savons aujourd'hui que nous réparons notre cerveau grâce à la méditation, que la méditation peut calmer les circuits de stress et développer l'aptitude à la joie. Mais ça ne suffit pas. La joie, ça se trouve dans le mouvement. Nous éprouvons de la joie quand nous sautons en l'air. Et donc, quand nous pouvons simplement bouger davantage. Quand on a un enfant qui n'arrive pas à éprouver de joie, ou quand on est un adulte qui n'arrive pas à éprouver de joie, eh bien, c'est vraiment très important de s'intéresser aux intestins. Les dépressifs ont tous des problèmes dans les intestins. Et donc, on ne sait pas exactement, je ne peux pas dire là quel problème exactement, parce que chaque microbiote, chaque flore intestinale est vraiment très très spécifique. Nous avons des milliards de bactéries dans nos intestins et quand il y a un déséquilibre de l'harmonie de ces bactéries, il y a les bactéries qui nous aident, les bactéries saprophytes et puis les bactéries toxiques, donc celles qui sont toxiques, quand elles prennent un petit peu le dessus, c'est vrai que ça fait une disharmonie. Mais il n'y a pas de règle. Certaines personnes vont être améliorées par telle nourriture, d'autres vont être améliorées par telle autre nourriture, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que oui, il y a ce déséquilibre et que ça ne suffit pas de travailler juste sur le psychisme, même si bien sûr le psychisme est en relation avec nos intestins. Alors, on sait que beaucoup d'antidépresseurs veulent augmenter justement cette fameuse sérotonine. D'ailleurs, certains ont des noms qui sont proches, séroplex, séropram, on pense à sérotonine. Et ces antidépresseurs, est-ce que c'est aussi une façon, justement, de l'augmenter, cette sérotonine ? Alors, oui, en fait, les antidépresseurs, ce sont des inhibiteurs de recapteurs de sérotonine. Ça veut dire Je vous quoi ? ai expliqué que vous avez ce bouton synaptique, Oui. donc qui libère la sérotonine, entre dans la synapse, et ensuite, la sérotonine va déclencher
le neurone suivant en se mettant sur les capteurs. Le souci, c'est que quand il y a de la sérotonine là entre les neurones, recapte la sérotonine pour réguler en fait, et du coup, il y en a plus suffisamment pour exciter le neurone suivant. Et donc, les inhibiteurs de recapture de sérotonine, justement, empêchent la recapture de la sérotonine, donc ça maintient la sérotonine entre les neurones capables de continuer d'exciter les neurones suivants. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Que pensez-vous donc des antidépresseurs ? Vous écrivez dans votre livre que ça doit être ponctuel. C'est ça. C'est très important d'abord de n'accepter une ordonnance que d'un psychiatre qui est formé à l'utilisation spécifique de ces produits. Ça a besoin d'être très ponctuel. Quand ça devient trop long, quand ça perdure, il perd de peu à peu de son effet et donc on est obligé d'en rajouter, etc. Ça n'est pas du tout une bonne idée et nous perdons nos capacités. Et puis surtout, il y a plus efficace. La science a pu montrer que la méditation est supérieure. Elle n'est même pas égale, elle est supérieure à l'efficacité des antidépresseurs. Et le fait de bouger aussi, de se promener, de marcher, de courir, ça va être supérieur à l'efficacité des antidépresseurs. Y a-t-il d'autres manières de réparer le cerveau ? Oui, aujourd'hui, la science avance à pas de géant et grâce à l'IRM fonctionnel, on voit davantage tout ce qui se passe, on comprend mieux tout ce qui se passe. Et il y a une technique, alors qui existe quand même déjà depuis une bonne trentaine d'années, le neurofeedback. On l'utilise dans les hôpitaux, mais maintenant, on peut l'utiliser de manière beaucoup plus répandue. Le meilleur outil de neurofeedback que je connaisse à l'heure actuelle, c'est le Neuroptimal. Neuroptimal, c'est une technologie qui permet de réinformer le cerveau. Et donc, le cerveau, on écoute une musique, on regarde un film pendant la séance, et les capteurs donnent des informations de feedback. Ah, mon cerveau dysfonctionne, le cerveau entend et il s'auto-répare. Le cerveau est vraiment capable d'auto-réparation de manière absolument fantastique et le Neuroptimal est un des outils qui permet de réparer. Donc, je récapitule les outils pour réparer son cerveau. L'expression émotionnelle, ça toujours, quand on a des émotions bloquées, on est coincé à l'intérieur de soi. Donc, expression émotionnelle. La nutrition, je monte les graisses, je diminue le sucre et je diminue les polluants. La méditation, parce que ça répare vraiment le cerveau. Le mouvement, et surtout le mouvement libre, le mouvement des mouvements amples, faire de la grimpe, de l'escalade, des choses comme ça, monter aux arbres, et le tout dans la nature, c'est encore mieux. Et le dernier, le Neuroptimal. Alors vous parlez aussi des postures, il y a des postures de la joie, vous dites les épaules en arrière, la poitrine ouverte, le menton haut. Est-ce qu'une posture peut induire aussi la joie ? Exactement, Bénédicte. Les chercheurs ont pu démontrer ça. Ils ont fait toutes sortes d'expériences, on le savait intuitivement, quand on se redresse, on se sent mieux, mais les chercheurs ont prouvé, on dit à des gens, faites une marche très très légère. Et donc, simplement, on leur demande de marcher le plus légèrement possible. Et après, on dose leur niveau de joie, leur capacité, la dopamine. Eh bien oui, le fait de marcher légèrement nous oblige à ouvrir toute notre posture corporelle. La dopamine, ça déclenche la sécrétion des bons neuromédiateurs et on éprouve de la joie. Quand on se sent triste, on met les épaules vers l'avant. Chaque émotion va être associée à une posture corporelle. Et donc, ça marche dans les deux sens. Si je ressens l'émotion, ça guide mon corps vers ça. Quand j'éprouve de la joie, j'ai envie de sauter en l'air. C'est réversible. Si je saute en l'air, je vais sentir de la joie. Ça fait penser au yoga du rire, par exemple. Tout à fait. Ça fonctionne comme ça, le yoga du rire. Le fait de rire donne de la joie parce qu'au début, on se force un peu, au début, on n'a pas trop envie, et puis on est embarqué. Et quand on se met à rire et à avoir cette posture ouverte, le cerveau interprète « Ah, on est en train de rire, ça veut dire qu'on est joyeux » et ça déclenche la joie. Alors, vous parlez aussi des larmes de joie. Qu'est-ce qu'il y a dans ces fameuses larmes, les larmes émotionnelles ? C'est incroyable quand on voit tout ce qu'il peut y avoir naturellement dans notre corps pour nous apaiser, pour nous consoler.
Tout à fait. On ne fait souvent pas la différence entre les larmes que nous avons quand nous épluchons des oignons et les larmes que nous avons que nous pleurons. Or, il y a des larmes dans toutes les émotions. On peut pleurer de rage, on pleure de joie, on pleure d'amour, on pleure de tristesse. Donc, le pleur n'est pas spécifiquement lié à la tristesse, hein, mais dans les larmes, il y a des trucs. Quand on pleure parce qu'on épluche un oignon, il n'y a rien de spécial dans les larmes. Bon, quelques enzymes, c'est tout. Mais quand on mesure ce qu'il y a, on analyse ce qu'il y a dans les larmes de tristesse, on va trouver des enzymes, oui, mais des protéines et surtout des hormones de stress, des hormones, le cortisol, etc. Le corps se libère de ces hormones qu'il a en trop. Et donc, il y a dans les larmes ce que nous avons comme hormones dans le corps. Il y a aussi des hormones qui consolent dans les larmes. En fait, toutes les hormones consolent. Même le cortisol, qui est une hormone de stress, elle a pour fonction de consoler. En fait, c'est très complexe, le corps. On peut pas dire, on le dit, mais en même temps, on peut pas le dire totalement. La dopamine, c'est la joie, le cortisol, c'est le stress. Oui, mais c'est très simpliste. En réalité, une hormone a de multiples fonctions. Le cortisol, cette hormone du stress, c'est aussi l'hormone que nous allons sécréter lorsque nous cherchons du lien, lorsque nous analysons quelque chose, lorsque nous avons besoin de nous réparer, de nous restaurer. Donc finalement, l'ocytocine, qui est cette fabuleuse hormone de l'amour, c'est aussi une hormone qui va être sécrétée quand on a de la douleur. Donc c'est très 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 complexe. Ce que nous avons besoin de savoir, c'est que effectivement, quand nous avons des soucis, nous avons intérêt à vérifier notre taux d'hormones et à soutenir par une alimentation correcte les hormones qui nous aident à gérer notre quotidien. Où ça se situe en fait l'émotion de la joie au niveau du cerveau quand on regarde un IRM? Alors, dans le cerveau préfrontal, ça se situe un petit peu partout, là encore, hein, attention à ne pas faire trop de simplisme, mais dans le cerveau droit, il y a une forme de joie, de sentiment de plénitude, d'appartenance au cosmos, on se sent en lien, on se sent en relation. Et donc, on a pu dire pendant une période que le cerveau droit c'est la joie, le cerveau gauche c'est la tristesse, mais c'est pas tout à fait réel parce que dans le cerveau gauche, au contraire, il y a des zones qui nous donnent accès à la joie. Globalement, nous avons besoin de tout notre cerveau pour éprouver de la joie. Un grand merci Isabelle Filiosa, et donc je renvoie bien sûr à votre livre « Les chemins de la joie » chez Lattès.